Bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Effectivement, alors ça prendra un petit peu la suite de ce que j'ai fait vendredi, mais cette fois-ci plutôt d'un point de vue méthodologique et historiographique, c'est-à-dire comment est-ce que je me suis attaqué à la question, comme l'indique le titre, des bourgs castraux et monastiques, sur des exemples très locaux pour ma thèse, qui est le quart sud-ouest de la Bourgogne. Alors tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, un bourg castral, un bourg monastique, qu'est-ce que c'est ? D'après le titre, on peut en avoir une idée. Alors ici, un schéma, une présentation schématique de l'évolution du château à Motte, qui est le système de château le plus répandu et le plus connu pour l'Europe médiévale, d'après le site de Furnes. Alors c'est en Belgique flamande, et c'est l'évolution type qu'on peut avoir, c'est-à-dire on part de l'étape d'en haut, un château modeste, souvent en structure de bois, établi en haut d'une motte, isolé par une structure fossoyée, remplie d'eau la plupart du temps, avec des bâtiments annexes de type agricole qui forment une sorte de petite basse-cour. Et puis la partie du bas, la figure du bas vous montre l'évolution qu'on a normalement à partir de l'an 1000, 11e siècle, 12e siècle, avec ce château qui peut rester à l'état de motte, mais qui est associé à toute une série d'éléments, que ça soit une église, et puis effectivement de l'habitat. Et c'est cet habitat, lorsqu'il est groupé et suffisamment substantiel, et qu'il a d'autres critères qu'on va voir tout de suite, qui constitue normalement ce qu'on appelle un bourg castral. Voilà par exemple une photo de Montant en Ardèche qui est pour le fondateur entre guillemets de ce concept-là, André Debord, qui est le bourg castral typique. Alors ici en paysage de moyenne montagne, donc avec, là où je passe la souris, la structure du château sur l'éminence du relief, et puis l'habitat groupé avec son église paroissiale qui est étagée sur les contreforts de ce relief-là, et qui s'étend, vous le voyez sur la gauche, le long de routes d'accès à ce site. Voilà ce que ça peut donner en plan. Donc avec la structure du château en haut de l'illustration, l'église paroissiale en bas, là où je passe la souris, et effectivement les îlots d'habitation qui s'étendent sur tout le pourtour du château, cernés par une enceinte fortifiée qui est normalement un des autres éléments constitutifs. Voilà ce que ça donne dans les gravures de l'époque. Alors cette fois-ci, c'est Dampierre-le-Château, c'est en Champagne-Ardenne, c'est le quart nord-est de la France, où on a cette fois-ci les lettres A et B qui désignent en fait la plateforme supérieure où s'est établi normalement le château primitif. Vers la lettre C, là où je passe la souris, les maisons groupées qui constituent normalement ce qu'on appelle la basse-cour, c'est-à-dire légèrement en contrebas, une sorte de dépendance d'origine aristocratique, mais qui la plupart du temps accueille, à partir de la deuxième moitié du Moyen-Âge, de l'habitat laïque normal. Et puis vous avez effectivement de l'habitat aussi en pourtour de ce relief-là, avec une structure fossoyée, qu'on voit là aussi, c'est la lettre D, et en E, des faubourgs éventuels qui se développent. Alors ici, comme c'est une gravure de l'époque moderne, elle est transition 16e, 17e siècle, on a effectivement des développements extérieurs à cette petite agglomération d'origine. Des bourgs castraux qui ont fait très tôt l'objet d'une lecture historique. Alors ça, c'est un exemple que j'ai déjà montré vendredi, mais qui est particulièrement éclairant. C'est en Franche-Comté, donc toujours dans le quart nord-est de la France, le cas d'Amance,
qui est un bourg castral particulièrement exemplaire, puisqu'on a pu en lire le plan. C'est ce qu'a fait ici Éric Affolter. Donc le plan d'un point de vue historique avec plusieurs phases. En 1, sans doute l'emplacement primitif du château. En 2, le château du Moyen-Âge central avec sa structure fossoyée, qu'on voit avec ces formes de barbelures qui indiquent le creusement des fossés. En 3, ici, l'église paroissiale établie au pied du château. Et le pointillé indique bien le tracé de l'enceinte dans laquelle se développe cet habitat groupé que les auteurs de l'étude appellent donc un bourg castral, en relation avec la définition d'André Debord qu'on a vu tout à l'heure. Et puis effectivement en 9 et en 8, des développements outre la rivière de faubourgs à vocation marchande. On a le même système pour ce qu'on appelle les bourgs monastiques. Donc là, c'est le cas d'Echternach, où on a, alors pareil sur une gravure ancienne, excusez-moi de la qualité, hein, c'est tiré d'une reproduction qui n'était pas forcément très très fine. L'abbaye, ici, dans cette espèce de forme un peu légèrement ovale, autour de laquelle se déploient les îlots d'habitation, eux aussi enceints par une fortification, un mur doublé de fossés en eau qui assure la défense du site. Là, on est en site de plaine et non pas en site de moyenne montagne comme je vous montrais pour Montant tout à l'heure, ce qui explique qu'on a réutilisé, vous le voyez, les cours d'eau qui passent à proximité pour alimenter les fossés et pour assurer une défense naturelle très très efficace. Là aussi, des lectures historiques assez nombreuses qu'on a pu faire autour des bourgs monastiques. Alors ici, c'est Saint-Mihiel, c'est en Champagne-Ardenne, toujours une évolution en plusieurs phases, selon Charles Kremer, avec, dans la première phase, une première église paroissiale qui sans doute fait naître autour d'elle peut-être un tout petit habitat embryonnaire, mais dont on a très peu de traces. L'installation entre 820 et 1090 d'une abbaye avec son enclos monastique qui génère très très vite, c'est la phase 3, 1090-1251, un habitat groupé à peu de distance, mais qui se densifie assez vite, notamment après 1251 où on a la fondation d'une petite structure châtelaine à proximité. Et qui génère un second habitat groupé, mais c'est vraiment le bourg monastique qui est ici avec une trame en point, qui est le noyau, le plus vif de ce site. Pareil pour l'ouest de la France, Charroux, où on a là encore des formes très très claires qui se lisent dans le parcellaire actuel, avec l'enclos monastique qui est ici en orange et vert, donc ça sort d'après les couleurs de l'écran en marron et bleu cyan, j'ai l'impression, autour de laquelle se déploie en différentes phases tout un habitat groupé, là encore enceint dans une fortification assez large, c'est le trait orange-rouge sur lequel je passe la souris, dont on a retrouvé des vestiges, mais qu'on suit majoritairement grâce aux limites parcellaires qui restent et qui ont fossilisé ce système-là. Et puis en 8, par exemple, des faubourgs marchands hors de l'enceinte qui complètent le dispositif. Et donc c'est cette partie d'habitat groupé qui constitue normalement classiquement en histoire ce qu'on appelle le bourg monastique, à l'équivalent donc du bourg castral qu'on a vu tout à l'heure. Alors les différents problèmes que posent les termes de bourg castral et de bourg monastique, puisque je me suis attaché à cette question parce qu'en fait, malgré ce schéma assez simple et vous le voyez peut-être assez clair qu'expose l'historiographie, on a un véritable problème de définition et de conception vis-à-vis de ces concepts-là. D'un point de vue tout à fait basique, bourg castral, bourg monastique vient logiquement du latin burgus, qui désigne normalement un type d'installation humaine. Je vais rester dans des termes vagues pour l'instant, puisque justement, une des caractéristiques du problème, c'est qu'on a un souci pour désigner effectivement, matériellement, ce que recouvre le terme de burgus.
Dans les langues européennes, on a plusieurs héritiers de ce terme latin-là, Burgos en espagnol, Borough en anglais, avec un petit, pour l'allemand, un petit cas à part, Burg, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on voit pour les autres langues, une installation humaine de type habitat, mais qui est le point fortifié, notamment le château. Dans l'allemand médiéval et moderne, Burg comme Schloss, c'est le château. C'est ce qu'on voit. Alors, je vous avais distribué, j'avais fait passer par Internet les PDF de quelques articles, notamment un extrait du Lexikon des Mittelalters, qui est un ouvrage fondateur en allemand, donc qui explicite les définitions de plusieurs termes, de tous les termes fondateurs de l'histoire médiévale. Et notamment, quand on regarde la rubrique Burgus, on a plusieurs éléments qui se détachent. Pour la langue allemande, notamment, c'est intéressant. On voit qu'il y a en allemand le terme d'Abteistadt. Donc, littéralement, Abtei, c'est l'abbaye, Stadt, la ville abbatiale. Le problème, c'est que par rapport à la notion de bourg monastique en français, on n'est pas exactement sur le même objet, puisque en allemand, Stadt, la ville, est véritablement liée à un aspect juridique. Il y a ce qu'on appelle le Stadtrecht, le droit de la ville, et en fait, le titre de ville est donné à des agglomérations pour lesquelles on a octroyé, un puissant a octroyé toute une catégorie de critères juridiques qui lui donne, qui la rattache, si vous voulez, à un droit spécifique qui est le Stadtrecht, le droit de la ville. C'est-à-dire toutes les agglomérations, même importantes, n'ont pas forcément ce titre de ville, Stadt. C'est seulement si on leur a octroyé juridiquement une espèce de capacité particulière, de qualité particulière, à l'équivalent un peu de ce qu'on ferait aujourd'hui en économie quand on définit des zones franches économiques pour certaines villes, c'est-à-dire on les met hors du jeu économique traditionnel et on les met dans un statut particulier. Pareil pour ce qui est du bourg castral, on n'a pas l'équivalent en allemand de Schlossstadt, c'est-à-dire littéralement Schloss le château, Stadt la ville, une ville castrale. Burgstadt, qui serait l'équivalent, désigne plutôt une ville fortifiée, une place défensive, mais qui peut exister sans château, ce qui n'est pas le cas pour le bourg castral en français. D'où problème. La notion la plus proche du bourg castral français, ça serait le Vorburg. C'est-à-dire en allemand, c'est l'avant-château. Si on traduit littéralement, c'est autant la basse-cour du château que le faubourg qui s'accole à une fortification. Mais là encore, problème, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est désigné comme suburbium ou urbs, c'est-à-dire des mots latins qui désignent réellement la ville, urbs, ou suburbium, c'est suburb en anglais, donc c'est vraiment la périphérie, les faubourgs. Et donc on n'a pas exactement une identité avec ce que désigne bourg castral en français, c'est-à-dire cet habitat groupé qui est vraiment constitué au pied du château, contre le château, et qui visiblement dépend de lui. C'est ce qu'on va voir dans la suite. En anglais, je vous disais tout à l'heure, les termes très voisins de burh, borough, mais qui ont là encore un sens juridique précis. Burh, mot générique, qui désigne souvent une fortification, mais aussi pour les fondations urbaines des rois anglais des 9e, 10e siècles, comme Winchester par exemple, sous Alfred le Grand, c'est souvent des agglomérations de fondations volontaires avec un plan régulier et une enceinte. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le bourg castral. Borough, avant la conquête normande, c'est l'association entre un burh et un centre marchand, souvent appelé wick quand c'est un centre côtier. Après la conquête normande, c'est une ville munie de chartes de franchise urbaine, c'est-à-dire de liberté véritablement juridique, ou alors un quartier, comme le French Borough qu'on a dans plusieurs villes, par exemple à Winchester. Donc on le voit, une différence assez forte entre le bourg castral ou bourg monastique français, qui désigne vraiment dans les écrits d'André Debord et de Lucien Musset un habitat groupé, certes, mais qui est fondé, qui est généré plutôt par le château ou le monastère, et qui, dans les définitions qu'en donnent les historiens, notamment André Debord pour le bourg castral, sont dotés de privilèges juridiques particuliers, ont des organes d'encadrement seigneuriaux, c'est-à-dire des signes de justice seigneuriale, des marchés contrôlés par le seigneur, qui ont une enceinte et qui dépendent du château ou du monastère. C'est-à-dire c'est véritablement ce pôle de pouvoir
monastique ou castral qui tient de haute main cet habitat groupé. Et il n'y a pas forcément de catégorie juridique particulière, c'est-à-dire de droit particulier associé à ça. Contrairement à ce qu'on voit donc, pour la ville allemande et pour le burg anglais. La notion la plus proche que j'ai trouvée, c'est dans les langues slaves. Finalement, c'est en polonais où on a l'appellation podgród, podgrodzie. Gród, c'est le château, le castrum public, donc le point fortifié tenu par le pouvoir public dès le VIe siècle et jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Le préfixe pod, qui signifie à côté de, sous, avec un sens un peu teinté d'humiliation, et donc tout ça désigne vraiment dans les principautés slaves cette localité, cet habitat groupé qui est au pied du château, qui en dépend, qui est vraiment subordonné. C'est la meilleure traduction qu'on a, enfin la plus proche de ce qu'on a, si on veut trouver un équivalent du bourg castral tel que le définit André Debord. Vous m'arrêtez si je ne suis pas clair, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, le bourg castral, bourg monastique, outre le fait que c'est un concept qui apparaît, on le voit avec ses définitions, comme largement national, c'est-à-dire que lorsqu'on a, par exemple, comme en 1992, un grand colloque à Nancy sur les peuplements castraux, un colloque international, on voit les communicants venant d'autres pays que la France, utiliser à la marge les termes de bourg castral, bourg monastique, mais sans véritablement l'utiliser d'un point de vue scientifique dans le texte. C'est-à-dire qu'on fait des comparaisons avec les appellations françaises, mais ni la bibliographie ni le corps de l'argumentation ne réutilisent ces termes-là. Ce qui pose un problème parce que finalement on se rend compte que l'application de ces deux concepts-là est purement nationale, purement française. À l'extérieur du pays, on n'a pas d'équivalent, on l'a vu avec les définitions, et surtout les chercheurs étrangers ne réutilisent pas le concept parce qu'il n'y a pas véritablement dans l'histoire de ces pays-là, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, Italie, Espagne, il n'y a pas véritablement de structure qui apparaît comme équivalente dans les habitats groupés historiques. Ça pose aussi un problème vis-à-vis de la lecture qu'on peut faire des vestiges de ces habitats. Alors là, juste un exemple que j'ai aussi cité vendredi, d'un village accolé à un château, c'est dans le sud de la France, Gardy, c'est dans l'Aude, où littéralement, quand on regarde les données qu'on a architecturales et le plan, on est incapable de dire quelle partie, entre le château, donc qui est ici exposé en B, avec son enceinte et son très très léger habitat groupé à ses pieds. Entre cette enceinte-là et le village ouvert, enfin, l'habitat groupé avec son église paroissiale qui se diffuse le long des routes d'accès à ce village-là, on est incapable de dire lequel des deux éléments vient en premier et lequel a généré l'autre. Ce qui est problématique, puisque normalement, dans le schéma historique traditionnel, bourg castral ou bourg monastique, le pôle de pouvoir est là en premier et génère autour de lui cet habitat groupé qui vient donc se regrouper à ses pieds, attiré là par les libertés et la protection qu'offre le Seigneur, mais quelquefois aussi attiré ici volontairement par le Seigneur qui a besoin d'avoir un habitat groupé proche de lui pour loger ses proches, pour avoir des services de type artisanal, mais également faire vivre un marché, pouvoir prélever des taxes, etc. Donc là, premier problème, c'est que quand on se confronte cette fois-ci aux vestiges matériels des villages, on a des cas limites comme ça, où on est incapable de dire si véritablement on est dans le cas d'un bourg castral, c'est-à-dire si le château en B est arrivé en premier et on a cette espèce de village, d'habitat groupé qui vient autour, qui constitue véritablement un bourg castral attiré par le château, ou si c'est le contraire, si c'est d'abord un village ouvert, structuré par les routes, par un croisement de routes et par une église paroissiale qui vient en premier, auquel se greffe dans un second temps le château, ce qui renverse complètement le modèle. Autre problème aussi en Auvergne, à Uriel, où on a cette fois-ci une agglomération qui a 3 pôles qui viennent s'implanter, qui structurent l'agglomération dans un temps très très restreint. On a une forteresse du milieu du XIe siècle, en 1. Vous avez une collégiale Saint-Martin, fin XIe, qui s'installe ici et qui génère un habitat groupé autour d'elle. Vous avez une église paroissiale Notre-Dame du XIIe siècle
qui vient ici et qui génère elle aussi un habitat groupé, qu'est-ce qu'on fait en face d'un exemple comme ça? Est-ce qu'on considère que le château étant le plus éminent, c'est véritablement un bourg castral? Est-ce qu'on a 3 bourgs? Un bourg prioral avec la collégiale, un bourg castral accolé et puis un bourg paroissial entre guillemets à côté, ou est-ce que la collégiale ayant tenu la main pendant longtemps sur le pouvoir local, on considère que c'est un bourg monastique? Voilà un autre type de cas limite qui met un coup de canif un peu dans le modèle présenté jusque-là. Un petit jeu aussi scientifique auquel se sont livrés Christian Rémy et Luc Bourgeois à propos de Loudun, dans l'ouest de la France, où ils se sont amusés à cartographier selon la définition qu'on retient du bourg castral sur la ville de Loudun, qu'est-ce que ça recouvrerait exactement? Si on prend véritablement un bourgous, donc fondé par le seigneur, pour lequel on a des textes qui expliquent que tel seigneur a fondé un bourgous, donc une installation humaine à tel moment, ça serait la zone marquée 3, en rouge sur mon écran, peut-être en gris chez vous, et le bourg castral serait limité uniquement à cette zone-ci. Si on considère que c'est l'ensemble de l'habitat qui vient s'agglomérer de façon volontaire ou pas au pied du château, on a les autres zones de lotissement réguliers, mais aussi on peut avoir les quartiers générés par des implantations monastiques, ici en jaune-vert, qui viennent compléter le tout, surtout que l'ensemble est limité par une enceinte générique qui vient défendre l'ensemble de cet habitat groupé. Donc là encore problème, est-ce que le bourg castral c'est uniquement la zone 3 ou est-ce que c'est l'ensemble de ça, de tout l'habitat groupé? Selon la définition qu'on retient, les critères qu'on va retenir, c'est pas forcément la même cartographie. Donc le problème auquel je me suis attaché, c'est justement sur des exemples locaux, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de regarder véritablement d'un point de vue archéologique, spatial et matériel, comment les choses se sont passées dans le temps long, comment les choses se sont constituées au préalable, au moment où ces pôles de pouvoir, châteaux et monastères apparaissent, puisque donc j'étais en face de 2 appréhensions différentes si on lit les auteurs. C'est ce que vous avez pu voir sans doute dans les articles que j'ai fait passer en PDF pour préparer le séminaire. Vous avez d'un côté des auteurs comme André Debord, Lucien Musset, qui définissent véritablement le bourg comme étant une fondation volontaire du seigneur, religieux ou castral, au pied de son pôle de pouvoir pour constituer un habitat groupé. Et puis vous en avez d'autres comme Michel Bure, quand il prépare le colloque de Nancy en 92, qui dans bourg castral regroupe tout ce qui est habitat groupé qu'on constate, qu'on peut voir, constater, retrouver au pied d'un château. Même s'il a été fondé dans le temps long, même s'il n'a pas forcément été fondé volontairement par le seigneur, etc. Donc, je vous ai montré avec les cas limites, on peut avoir selon les sites des types de compréhension de l'histoire du site qui est complètement différente. Donc j'ai décidé de m'attaquer à cette question-là sur 4 cas, 4 études de cas qui sont localisées en Bourgogne, dans le carré rouge pointé par la flèche ici, pour ceux qui ne sont pas familiers de la géographie française. Donc on est entre Clermont-Ferrand, Dijon et au nord-ouest de Lyon, dans une zone rurale, à l'échelle du département de la Saône-et-Loire qu'il comprend. Voilà le quart sud-ouest qui est concerné par mes sites. J'ai mis Cluny, j'ai entouré Cluny ici, dont je m'étais occupé pendant mon DEA, que j'ai laissé de côté pour ma thèse. Cluny, dont Didier Méhu s'est occupé pour la partie monastique et spatiale, d'un point de vue seigneurial. Et donc moi, mes 4 sites sont dans cette partie-là. J'ai pris le parti de faire une étude véritablement comparative. Donc j'ai pris un corpus, j'ai essayé d'équilibrer mon corpus pour avoir 2 sites monastiques, 2 sites castraux. Les 2 sites monastiques sont Parelmonial et Marcigny, qui sont 2 implantations clunisiennes. Parelmonial au Xe siècle, Marcigny une implantation féminine du milieu XIe siècle. Et ensuite 2 bourgs castraux qui sont Charolles et Semur-en-Brionnais, dans des configurations là aussi différentes. Charolles, c'est un château comtal, donc du comte
alors à l'origine pas du Charolais, mais plutôt du Chalonnais, Chalon-sur-Saône. Et ce mur embryonnait un petit château d'une famille seigneuriale qui tient fermement et pendant longtemps un territoire relativement réduit, mais qui contrôle des routes importantes. Et donc l'objectif du sujet, c'était, il y avait deux aspects. D'une part, tester sur le terrain, avec ma formation d'archéologue et mon appréhension de l'espace concret, ces thématiques du bourg castral et du bourg monastique, comment ces bourgs, ces concepts historiques en français se traduisent véritablement sur le terrain. Est-ce qu'on peut retrouver véritablement tous les critères qui font la définition du bourg castral et du bourg monastique quand les historiens en parlent à partir des sources écrites, ou est-ce qu'on a affaire à autre chose? Et puis comparer aussi le versant monastique et le versant castral. Est-ce qu'on a deux types de développement différents? Est-ce que selon si c'est un seigneur de type religieux ou un seigneur de type laïque chevaleresque, on a un type de constitution de l'habitat groupé différent, sur des modalités différentes, avec une temporalité différente, etc. Donc le détail des quatre sites, que j'ai entourés. Et donc on va commencer par le site dont j'ai déjà un peu parlé, qui est celui de Marcigny. J'ai déjà un peu parlé vendredi, qui est celui de Marcigny. Donc au bord de la Loire qui passe ici en partie gauche du plan. En photo aérienne, voici ce que ça donne dans les années 60, avec la forme de la ville ancienne, qui est limitée ici, par les rues sur lesquelles je passe ma souris, et qui associe une partie monastique à droite et une partie d'habitat laïque, donc ce qu'on appellerait classiquement le bourg monastique, à gauche. Voici ce que ça donne avec les repères, et le centre du bourg dont j'ai déjà commencé à parler vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc on a la partie centrale du bourg, on a une route nord-sud qui a séparé depuis le Moyen-Âge la partie orientale qui était monastique avec une enceinte monastique qui passait très très près de la route actuelle, dont on retrouve des vestiges dans les gros de murs des maisons, et puis à l'ouest de cette route la partie de l'habitat groupé. Mon travail sur le terrain nécessitait de prendre en compte plusieurs types de sources. Les sources concrètes, donc c'était une visite des maisons avec un inventaire le plus précis possible pour pouvoir leur appliquer une datation en termes archéologiques, donc en termes d'archéologie du bâti, d'histoire de l'art, pour tenter de voir où étaient les parties bâties les plus anciennes, qu'est-ce qui s'était rajouté, et est-ce qu'on pouvait à chaque parcelle et à chaque corps de bâtiment appliquer une datation particulière pour essayer de remonter le plus loin possible dans le temps. C'était aussi l'exploitation des sources écrites, notamment les sources sérielles, comme les terriers, qui sont des déclarations en série des parcelles pour remettre à plat le système de redevance seigneuriale, notamment à la fin du Moyen-Âge. Et puis il y avait l'exploitation des plans anciens pour en lire les formes et tenter de voir si l'espace révélait la façon dont ces bourgs dont ces agglomérations se sont formées. Voici ce que ça donne pour la lecture du plan ancien, donc du cadastre napoléonien, où on voit, par exemple pour toute la partie de l'habitat, une structuration particulière des îlots avec alors peut-être les lignes n'apparaissent pas vraiment, si peut-être un peu en jaune sur l'écran, des ruelles est-ouest qui refendent ces îlots-là et qui les structurent d'une façon particulière. On voit aussi une régularité assez forte des parcelles de part et d'autre de ces ruelles-là, qui laissent penser qu'on a des lotissements. C'est ce que j'ai pu un peu mettre en avant en définissant ce qu'on appelle en morphologie des unités de plan, c'est-à-dire des zones de cohérence géométrique, donc à l'équivalent des unités stratigraphiques qu'on a en archéologie, qui sont des couches homogènes qui viennent s'étager les unes les autres au fur et à mesure des dépôts chronologiques. Sur le plan, ce n'est pas des choses qui se déposent les unes sur les autres, mais c'est des zones géométriques de découpage, d'emplacement des parcelles qui viennent s'accoler les unes les autres et qui définissent des étapes de formation urbaine de ces zones-là. Et c'est notamment le cas où
ici, où en fait toute la partie sud de l'habitat groupé montre, quand on croise la structuration géométrique et la datation des maisons, montre une structuration particulière assez régulière, et en même temps la localisation de toutes les maisons les plus anciennes ici. Alors qu'en partie nord, on a une structuration en lotissement, donc avec des parcelles beaucoup plus étroites, une régularité dans la datation des maisons, c'est-à-dire qu'on n'a rien avant la fin du Moyen-Âge, 15e siècle, dans cette partie-là. Et à chaque fois, ces maisons du 15e siècle ont une façade sur les rues actuelles et une façade arrière sur ces ruelles intérieures aux îlots qui refendent les îlots. Et c'est un modèle, avec ces ruelles intérieures aux îlots, c'est un modèle qu'on retrouve dans les villes fondées volontairement dans le sud-ouest de la France, notamment les Bastides, les villes neuves, qui sont fondées à partir du XIIIe siècle. On a ce système de lotissement avec ruelle centrale qui est très caractéristique, qu'on n'a pas dans la première partie du Moyen-Âge. On l'a aussi en Suisse avec les villes d'Etzeringen, qui sont une dynastie à partir du XIIIe siècle, qui font toute une série de villes volontaires comme ça, sur ce modèle-là aussi. Et donc là, l'hypothèse que je pose, c'est qu'on a, autour de la zone monastique qui était dans cette partie est, un premier habitat groupé qui occuperait en partie, je ne peux pas précisément le définir, mais qui occuperait ce quart sud-ouest, venant s'accoler contre la grande rue nord-sud qui longe la zone monastique, avec les premières maisons, donc définissant ces premiers îlots. Et dans un deuxième temps, on aurait en partie nord des lotissements qui viendraient compléter ce premier habitat groupé à la fin du Moyen-Âge, selon un modèle qu'on voit dans d'autres villes planifiées. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement Marcilly, dans mon corpus, se révèle être le seul cas finalement classique de bourg monastique pour lesquels je rejoins exactement la définition historique, puisque en étudiant les sources écrites, on se rend compte qu'en 1208, début XIIIe siècle, on a mention d'un bourgus, donc d'un bourg véritablement, et de bourgensis, de bourgeois qui l'habitent. Visiblement, on rejoint certaines conclusions actuelles de l'historiographie qui montrent que bourgus, le terme latin ne désigne pas exactement un habitat groupé, mais désigne un emplacement auquel on prête à l'équivalent des zones franches actuelles une structure, une qualification juridique et économique particulière. On lui prête des droits. C'est-à-dire que bourgus ne désigne pas un village ou un ensemble de maisons, etc., mais c'est d'abord un endroit, une zone à laquelle on prête des privilèges juridiques. Et donc là, ça irait de concert avec l'établissement des premières maisons, puisque j'ai une maison XIIIe siècle, par exemple, qui est attestée d'après mon inventaire ici, pile dans ce premier quartier. Et voici ce que ça donne avec le plan ancien, où on aurait, vous le voyez, une structuration très différente de l'habitat par rapport à l'enceinte. On a un tracé d'enceinte dans cette zone sud-ouest très heurté, où le mur de fortification vient visiblement cerner au plus près un habitat déjà existant, sans doute XIIIe, XIVe siècle, alors qu'en partie nord, il a un tracé très orthogonal, quasiment rectangulaire, où visiblement on vient enserrer, sans doute à l'avance, toute une zone de terrain libre sur lesquels on va mettre ensuite des lotissements. Donc on aurait un bourg monastique, un vrai bourg monastique pour le coup, dans cette partie sud-ouest. On passe à un deuxième site, un peu plus rapidement, ce mur embryonnais qui est normalement, d'après l'historiographie classique, un bourg castral. On a le donjon du XIe siècle et l'habitat autour. Voici comment ça se présente sur le cadastre actuel. Pareil, une opération de datation des maisons auxquelles je me suis prêté, avec, vous avez ici en BS15 le donjon médiéval avec les deux tours d'entrée du château et l'église romane collégiale qui est ici. Quand on regarde les plans anciens, toute une structuration qui se voit. Alors c'est notamment les murs de défense ici qui cernent la plateforme la plus haute du relief, ce qui est assez habituel et logique, avec le château qui est ici. Une sorte de basse-cour, sans doute ici, dans laquelle j'ai du mal à dater l'apparition de l'habitat.
Mais ce qui est très intéressant, c'est sur la partie basse, qui est appelée au XIXe siècle la basse-ville, où on a visiblement, d'après les traits, 2 délimitations successives. On en a une ici en orange, ce que j'ai appelé 7, ici, qui revient ici, qui pourrait être une première délimitation avec une partie arrondie ici, vous voyez, peut-être parce qu'il y a un passage de route à proximité, qui définirait une première zone d'habitat groupé au pied de la plateforme. Et puis, en jaune, beaucoup plus grand, une autre délimitation plus vaste, qui cette fois-ci correspondrait sans doute à la ville du XIIIe siècle, qui est régulièrement mentionnée dans les sources à partir du XIIIe siècle. La première délimitation, elle, pourrait correspondre à ce qu'on appelle la nouvelle ville au XIe siècle, que le seigneur visiblement fonde en défrichant des anciens terrains de vignes pour installer l'habitat. Donc là, on aurait peut-être aussi, ça pourrait correspondre à la définition normale du bourg castral, sauf que là, juridiquement, il n'y a pas de bourgous qui est véritablement fondé dans les sources écrites par le seigneur. Donc on a un habitat groupé, mais je ne peux pas décemment le qualifier de bourg castral, de bourgous, puisqu'il n'y a pas ce terme-là qui apparaît dans les sources écrites. Alors, juste pour montrer qu'on a en fait une structuration de cette ville basse avec des grilles, une grille de délimitation, visiblement des parcelles et des routes qui est assez stricte, et qui montre que cette ville nouvelle du début XIe siècle a certainement été fondée à l'exemple des villes planifiées d'autres parties de la France selon une grille assez orthogonale. Bon, pareil, la définition des unités de plan, je passe. Le dernier exemple sur lequel je m'attarderai, par El Monial, qui est cette fois-ci à nouveau sur le versant monastique. Donc ça a une photo aérienne qui vous montre l'état actuel de l'agglomération, avec en fait la ville médiévale qui est uniquement dans cette partie-là, qui est définie par ce tracé de l'enceinte ancien. Voilà, en s'approchant sur le cadastre actuel, vous avez l'ancienne abbaye clunisienne qui est ici, et puis au nord, vous avez, dans ce tracé légèrement en amande, l'ensemble de la vieille ville qui concentre les habitations médiévales et modernes ici, avec la tour Saint-Nicolas, qui est une ancienne église paroissiale, implantée au plein centre de cet habitat. La basilique actuelle, qui est l'ancienne abbatiale, a fait l'objet de fouilles archéologiques de la part de l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui est donc l'opérateur d'État, qui pendant plusieurs années a fait des fouilles en sous-sol, mais aussi une étude de bâti sur l'architecture conservée en élévation. Donc on a des résultats assez intéressants, et c'est notamment Gilles Rollier qui a montré qu'on avait sans doute une villa gallo-romaine du IIIe siècle qui est conservée immédiatement sous l'abbatiale, et ensuite un premier état de l'abbatiale clunisienne avant l'abbatiale du XIIe, XIIIe siècle qu'on connaît aujourd'hui. Si on se recentre sur la partie centrale, voilà ce que ça donne, avec une datation des maisons. J'ai mis la légende à droite. On voit que les choses sont assez variées, et on a finalement très peu de maisons médiévales réellement conservées. On a par contre comme ici en BP 151 et ici, d'anciennes tours de fortification qui sont conservées et qui nous permettent, en jumelant ça avec l'étude du cadastre napoléonien, on retrouve ces tours-là ici, ici et ici, de retracer l'ancienne enceinte de l'habitat groupé. Le même plan nous permet de revoir à nouveau, comme je vous montrais tout à l'heure, ce système de lotissement refendu de ruelles intérieures, qu'on voit très bien, soit nord-sud pour cette partie-là, soit des ruelles est-ouest pour ces parties-là. L'abbatiale étant ici, en partie sud du plan, j'ai coupé juste en partie sud, juste au ras de l'abbatiale. Et puis par contre, sur les autres îlots, qui concentrent aussi des maisons médiévales, en revanche, on n'a pas ce système-là. On voit qu'on a une structuration géométrique assez différente. Ce qui est intéressant, c'est que quand on conjugue les deux types de renseignements, on se rend compte qu'on peut faire une hypothèse assez intéressante, c'est que
les quelques maisons, les quelques bâtis romans que j'ai, 11e, 12e, première moitié 13e siècle que j'ai pour Paray-le-Monial, sont toutes concentrées dans cette partie-là. Là, ce que j'ai mis en BP 166, 167, 169, c'est les 3 maisons du XIIe siècle que j'ai à l'intérieur de l'enceinte. Extérieurement, on a une église Notre-Dame, qui est l'église paroissiale pendant tout le Moyen-Âge, excentrée, qui elle aussi montre un bâti transition 11e, 12e siècle. On a l'église priorale, donc l'abbatiale clunisienne, qui est là depuis le Xe siècle, visiblement sur ce site-là. Et on a l'ancien hôpital médiéval, qui est dès le XIIe, XIIIe siècle, a priori fondé par les Clunisiens, outre la rivière. On voit que tout se concentre, quasiment, à part l'abbatiale, qui est un peu à l'extérieur, le long d'un axe qui, lui, a fait l'objet de repérages archéologiques. Le long de cet axe-là, on a repéré des restes gallo-romains, mais également des restes du haut Moyen-Âge, 7e, 8e siècle, donc du temps de Clovis, Charlemagne, pour fixer un peu les choses. Et donc, il est très possible qu'on ait ici, en fait, un axe de communication très ancien, peut-être antique, qui s'est conservé au cours du haut Moyen-Âge, avant l'an 1000, qui est réutilisé pour la fondation clunisienne de l'an 1000, mais également pour le premier habitat qui vient se concentrer autour, alors que, si on revient en arrière, le reste de la ville, donc du coup cet axe roman correspondrait à ça, avec la traversée de rivière, alors que les autres parties, comme je vous l'ai montré avant, en dehors de cet axe-là, qui est ici, montrent une structuration en forme de lotissement, comme on a vu à Marcigny, et là encore, on a des maisons seulement à partir de la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, dans cette partie lotie. Ce qui montrerait qu'on a en fait une structuration de la ville en 2 parties. On aurait, pour la période précoce, au sud, le pôle monastique, avec un premier habitat qui pourrait intervenir, enfin s'implanter uniquement dans cette partie-là, donc à distance du pôle monastique, avec sans doute un écart entre 500 et 700 mètres, le long de cet axe donc ancien. Et puis, dans un deuxième temps, sans doute, on aurait ces lotissements tardo-médiévaux qui viendraient combler cet interstice vide, cet espace vide, entre le pôle monastique, le pôle de pouvoir, véritablement, qui tient la ville, et l'habitat ancien roman. Et c'est donc ce qu'exprime cette figure, malgré le fait qu'on ait une enceinte médiévale qui entoure tout cet ensemble de terrain-là, enceinte médiévale sur laquelle j'ai fait des interventions archéologiques qu'on a du mal à dater pour l'instant, mais qui pourrait intervenir en élévation à partir du XIVe siècle seulement. Donc ça pourrait correspondre, c'est-à-dire qu'on aurait un premier quartier roman, 12e, 13e siècle, à l'écart, puis peut-être 2 siècles plus tard, on enserre toute une large portion de terrain en prenant cet habitat roman, mais aussi en venant enserrer tous les terrains jusqu'au pôle monastique. Et puis ensuite, on lotit à l'intérieur une partie des terrains certainement restés vides dans cette partie sud de l'enceinte. Voilà. Pour ce qui est des études de cas que j'ai pu faire, ce qui vous montre bien qu'en voyant in situ comment les choses se passent, donc avec une intervention à la fois archéologique, historique sur les sources textuelles et morphologique sur les plans anciens, on arrive à établir toute une série d'hypothèses qui mettent un peu à mal ces concepts historiques de base de bourg castral et de bourg monastique sur lesquels la recherche, quand même, depuis les années 70-80, s'est fondée pour ce qui est de l'histoire des petites villes médiévales en France. Et que donc, en interrogeant ce modèle-là, en le testant sur le terrain, on arrive à montrer des types de scénarios, de faciès, de développement très très différents. Et donc, dans certains cas, comme à Marcigny, on retombe sur nos pattes, entre guillemets, on retombe sur le modèle historique défini pour le bourg monastique ou le bourg castral. Donc là, moi, je n'ai pas eu dans mon corpus de bourg castral typique, où on voit vraiment le château s'implanter en premier et l'habitat groupé étant vraiment attiré là, fondé par le seigneur et venant dans un second temps au pied du château. Donc là, j'ai qu'une preuve pour le versant monastique, c'est Marcigny, mais on voit aussi des faciès complètement différents, comme je vous le montre pour Paray-le-Monial, où visiblement on a
les deux, l'habitat et le pôle monastique, qui ne sont pas fondés un voisinage immédiat, et avec un habitat qui est sans doute plus structuré par la route antique du Haut Moyen-Âge puis romane que par le pôle monastique, du moins du point de vue spatial. Voilà. Il faudrait sans doute beaucoup plus d'heures que ça pour rentrer dans le détail de la recherche. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on voit des choses, je me tiens à votre disposition au bureau que le département m'a aimablement mis à disposition au bout du couloir. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop perdu et que ça vous aura intéressé d'un point de vue scientifique et méthodologique.